Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 149e briefing. Nous sommes pratiquement au complet ce soir, mais comme toujours, c'est Igor qui va assumer l'essentiel du discours. Donc n'hésitez pas à poser de nombreuses questions pendant le cours de l'exposé, justement, qu'on puisse ensuite redémarrer rapidement. Je vous le redirai à la fin du briefing, mais je vous le dis déjà, lundi prochain est un jour férié en Russie, le 12 juin. Il n'y aura donc pas de briefing et nous retrouverons jeudi 15. Voilà. Igor. Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, je vais sans plus tarder commencer par le chapitre économie avec les nouvelles prévisions de la Banque mondiale pour l'économie russe en 2023-2024. Alors, la Banque mondiale avait, comment dirais-je, publié son rapport de janvier qu'elle a revu à la hausse pour l'économie russe, avec ses prévisions donc revues à la hausse. Je rappelle qu'en janvier, la Banque mondiale prévoyait une récession en 2023 de l'ordre de 3,3%. Dans son rapport de juin, fraîchement publié, elle donc voit ce chiffre à la hausse puisque désormais, elle ne prévoit plus que, entre guillemets, 0,2% de récession pour l'économie russe, au lieu donc des 3,3 qui étaient initialement prévus. Et pour 2024, au lieu d'une croissance de 1,6%, eh bien, elle a revu légèrement à la baisse avec une croissance de 1,2%. Bon. Ceci nous rappelle des choses qu'on avait vues ensemble, notamment avec les prévisions du FMI en janvier, où le FMI, alors c'était un coup de tonnerre à l'époque, expliquait que l'économie russe était certes en récession, mais qu'elle avait fait preuve de résilience, que cette récession était inférieure en réalité à ce que la Russie avait connu pendant la période pandémique. En dépit donc des 10 paquets de sanctions à l'époque, ou 9 peut-être, d'une part. Et ceci avait été corroboré plus tard par les prévisions de la Commission européenne qui ont été publiées plus tardivement, en avril. Je vous redonne les chiffres pour la Commission européenne. Donc, une prévision de l'ordre de moins 0,9% pour 2023, donc un petit peu plus pessimiste que la Banque mondiale, mais quand même, et qui a été revue à la hausse puisque c'était moins 3,2% en janvier pour la Commission européenne et qui est donc revue à la hausse en avril à moins 0,9%. Et ensuite, une croissance de 1,3%. Donc là, on est assez proche pour 2024. Donc là, on est assez proche des chiffres envisagés par la Banque mondiale. Et donc, on voit donc des choses globalement qui convergent, des prévisions qui globalement convergent et qui font écho à une information que je vous avais délivrée lundi sur notre aspect de l'économie, qui est, d'après The Economist, le coût supposé des opérations militaires pour la Russie, qui serait équivalent à 3% du PIB. J'en avais parlé lundi, en 5 000 milliards de roubles. En taux de change actuel, ça a fait un peu moins de 70 milliards de dollars par an, ce qui est donc un coût relativement, entre guillemets, maîtrisé pour un conflit de cette ampleur. Et donc, on voit qu'au final, l'économie russe continue de s'adapter à la nouvelle, qu'elle a fait preuve de résilience, qu'elle a encaissé l'onde de choc initiale des sanctions, bon, je ne reviens pas dessus, et qu'elle est toujours en phase d'adaptation. Mais donc, on est loin du prévision catastrophiste qu'on avait connue l'an dernier, et puis du discours, du récit sur l'économie russe va s'effondrer. Je vous renvoie Bruno Le Maire, etc., qu'on avait connu. On avait un peu glosé dessus. Donc là, tout ceci, évidemment, est contredit par des prévisions de plusieurs organismes mondiaux. Deuxième information, c'est d'après RBK, le ministère du Développement économique et le vice-premier ministre Belousov sont en train d'élaborer un plan pour la dé-offshorisation de l'économie russe. Donc, vous savez, c'est l'idée de rapatrier les capitaux, rapatrier ce qu'on peut rapatrier dans l'économie russe. Alors, afin de stimuler, d'inciter cette déoffshorisation, un projet de loi est donc en élaboration. Il sera soumis à la Douma avant la fin de l'année, mais on sait déjà qu'il y a 4 blocs de mesures qui semblent se dessiner. Tout d'abord, des allègements fiscaux. Bon, ça, c'est assez classique. La protection des droits des actionnaires russes. Troisième bloc, c'est des facilités pour l'enregistrement dans les districts administratifs spéciaux. Vous savez, ce sont ces deux territoires qui disposent d'une fiscalité très particulière, qui sont Kaliningrad et le Primorié, et qui visent donc à attirer des entreprises à simplement localiser leur activité là-bas pour injecter des investissements dans ces deux régions. Et enfin, le quatrième bloc, c'est l'amélioration de la réglementation portant sur les fonds internationaux. Et parmi notamment les pistes qui sont envisagées, eh bien, il y aurait celle
comment dirais-je, d'avantages pour que ces entreprises qui relocaliseraient finalement en Russie ne soient pas soumises à une double taxation, notamment si elles proviennent de pays dits inamicaux, étant donné qu'il n'existe plus maintenant formellement d'accord pour éviter cette double taxation, puisque ça a été dénoncé par la partie russe, et donc éviter que ces entreprises se retrouvent taxées aussi bien en Russie que dans l'autre pays d'où elles proviendraient, si tant est qu'elles conservent là-bas des activités. Donc, un certain nombre de mesures qui sont envisagées, mais pour l'instant, ce sont des choses qui ont été fuitées dans RBK, et donc le texte est en préparation, on en saura plus dans les mois qui viennent. Troisième information, c'est la production et les exportations de charbon pour les 5 premiers mois de l'année. Le ministère de l'Énergie a publié les chiffres officiels. Alors, production et exportation sont respectivement en hausse, 2% pour la production, 162 millions de tonnes sur les 5 premiers mois de l'année, et un peu moins de 2%, 1,9% pour les exportations, 83 millions de tonnes. En gros, la moitié de ce qui a été produit a été exporté. Parmi les principaux clients du charbon russe, alors du charbon plus précisément du coke russe, donc le coke c'est ce qui va servir à la métallurgie, la Chine, 3 millions de tonnes, le Japon et la Corée du Sud, qui appliquent des sanctions contre la Russie, 1 million de tonnes, l'Inde, 200 000 tonnes. Il y a donc les exportations de coke, elles, sont en augmentation de près de 44% sur janvier-mars 2023 en glissement annuel par rapport à 2022, tandis que les exportations de charbon à vapeur, celui qu'on va brûler dans les centrales pour faire l'électricité, elles sont en revanche en baisse de 8% sur la même période, avec près de 50 millions de tonnes qui ont été exportées. Quatrième information, d'après le ministère des Finances, les ventes de pétrole et de gaz ont rapporté à la Russie environ 2 900 milliards de roubles sur la période de janvier à mai 2023. Et les revenus tirés des autres exportations, donc hors pétrole et gaz, ont rapporté à la Russie un peu moins de 7 000 milliards de roubles. Néanmoins, ces chiffres mettent en lumière plutôt un déficit budgétaire de l'ordre de 3 400 milliards de roubles, qui est couvert notamment par les ventes de devises, principalement de yuan, par la Banque centrale de Russie d'ailleurs. Les réserves de change de la Banque centrale ont encore diminué, je crois, de 10 ou 11%, j'ai cru lire aujourd'hui, parce qu'en fait, elles vendent des yuan pour couvrir notamment le déficit lié aux ventes de pétrole et au différentiel de prix de vente du pétrole. Le secteur gazier représente aujourd'hui 6% du PIB russe et 14% des rentrées budgétaires. Donc, on est quand même, me semble-t-il, dans des chiffres qui sont un peu différents de ce qu'on pouvait lire encore il y a 10 ans par rapport aux ventes de gaz qui représentaient beaucoup plus dans le panachage, j'allais dire, des rentrées, notamment des rentrées fiscales. On avait déjà vu des informations un peu de cette nature-là dans la période pandémique. On s'apercevait que finalement le pétrole ne pesait plus aussi lourd que ce qui pouvait peser 10 ans avant encore dans l'économie, en tout cas dans les rentrées fiscales de la Russie. Et donc, on s'éloignait un peu de ce qu'on appelle le syndrome hollandais, hein, vous savez, où finalement, une économie est parfois malade de ses exportations d'hydrocarbures dont elle dépend énormément. Évidemment qu'elle pèse encore très lourd, mais on a quand même un panachage un peu plus important aujourd'hui qu'il n'y a a fortiori il y a 10 ans. Et enfin, dernière information, c'est Finexpertisa qui publie une étude qui a été reprise par Izvestia aujourd'hui, que je trouve assez intéressante, selon laquelle le nombre de personnes dont les revenus se situent au-dessus du salaire moyen mensuel a augmenté de 10 millions l'an dernier. C'est-à-dire que le salaire moyen mensuel en Russie en 2022 s'est établi à 45 000 roubles par mois. Et on s'est aperçu qu'au terme de l'année 2022, il y avait 10 millions de plus de personnes qui gagnaient au-dessus de ce salaire-là. Donc désormais, c'était 53 millions de Russes, 36% de la population qui gagnait 45 000 roubles ou plus par mois. Alors, l'effet d'optique statistique, c'est de dire que les inégalités se réduisent, que la pauvreté est lissée, etc. Bon, on sait qu'en réalité, la Russie est un pays de contraste et que normalement, il y a des contrastes énormes, surtout en termes de revenus entre Moscou et les régions, Moscou, Saint-Pétersbourg et les régions. Évidemment que ces contrastes subsistent, hein, mais statistiquement, effectivement, il y a un effet un peu j'allais dire, de lissage de ces contrastes très puissants. Je passe au chapitre politique avec une première information qui nous vient de Saint-Pétersbourg, où une dizaine d'étudiants de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, SPBGU, ont été mis à pied par la commission d'éthique universitaire pour avoir enfreint le règlement de leur établissement. Ils leur auraient reproché notamment des prises de position
affichés dans l'espace public concernant l'opération spéciale, notamment suite au décès d'un de leurs camarades de deuxième année qui est parti s'enrôler contractuellement, il est parti combattre en Ukraine, il y a perdu la vie, et donc ça a déclenché des réactions dans le monde universitaire local, et leur prise de position a été jugée, je cite, anti-russe et incompatible avec le statut d'étudiant SPBGU par les autorités universitaires qui les ont donc manifestement exclus de l'université. Deuxième information, le ministère de la Défense qui a présenté le 5 juin un projet de loi sur les notifications par SMS des personnes mobilisées. Alors évidemment, ça a fait jaser et dès le lendemain, le président du comité de la Douma pour les questions de défense, M. Kartapolov, dont on parle régulièrement dans nos briefings, a précisé que les SMS n'avaient pas de valeur d'ordre de mobilisation, mais qu'en revanche, ils visaient à raccourcir le temps de notification à la personne mobilisée, qui trouverait de toute façon son ordre de mobilisation sous forme numérique sur Gosuslug, vous savez, cette plateforme de services administratifs digitalisés. Là aussi, on en avait parlé dans les briefings précédents, et ce qui aurait donc valeur, cet ordre de mobilisation numérique, enfin sous format de PDF, j'imagine, aurait valeur d'ordre de mobilisation à part entière. Et troisième information dans cette rubrique politique, Commerçante nous informe que la ligne directe du président Poutine, alors vous savez, c'est un des grands rendez-vous médiatiques annuels du président russe, qui se tient d'ordinaire en juin, sera repoussé, enfin est repoussé, pardonnez-moi, à novembre-décembre prochain, et que par conséquent, elle n'aura pas lieu dans les jours qui viennent. Depuis 2017, il la tenait en général au mois de juin. Alors, vous savez, c'est un grand rendez-vous pendant lequel, pendant environ 3-4 heures, plutôt 4 heures que 3 d'ailleurs, il prend des questions, en général 60-70 questions, sur lesquelles il répond donc en ligne directe des questions de journalistes sur des questions de société, de tout ce qu'on peut imaginer, d'économie, de politique intérieure, de culture, enfin, qui sont en général en prise avec l'actualité du moment. J'en viens au chapitre de la diplomatie, ou ce qu'il en reste. On va commencer par les entretiens qu'ont eu les présidents Erdogan, Zelensky et Poutine. Donc, entre eux, un président turc fraîchement réélu a appelé le président Zelensky hier, puis ensuite le président Poutine, pour discuter de la situation notamment liée à l'effondrement du barrage sur le Dniepr. Et pour proposer la création d'une commission internationale pour enquêter sur les circonstances qui ont conduit à l'effondrement de ce barrage donc de Kakhovka sur le Dniepr survenu hier. Le Kremlin a tenu à préciser que, je cite, Kiev, en accord avec ses curateurs occidentaux, fait le pari de l'escalade et a qualifié, je cite, d'action barbare l'attaque contre l'édifice. À ce jour, on sait qu'il y a environ 4300 personnes qui ont dû être évacuées suite à l'écroulement de ce barrage et à la montée des eaux très rapide qui en a suivi, et qu'évidemment les circonstances qui entourent l'effondrement, qui a conduit à l'écroulement de ce barrage, demeurent très très troubles. L'autre information, c'est évidemment l'offensive médiatique du président Zelensky, puisque cette semaine, il a accordé de très nombreuses interviews exclusives à plusieurs journaux, au Wall Street Journal en début de semaine, à Die Welt en Allemagne, à Bild et à Politico, dans lequel il aborde plusieurs sujets. Alors, il aborde évidemment la question de ce qu'on appelle maintenant la contre-offensive ukrainienne, qui fait couler beaucoup d'encre. Il réfute les accusations selon lesquelles l'Ukraine serait à l'origine du sabotage de Nord Stream 1 et 2. C'est une information qui a été publiée dans le Washington Post cette semaine, selon lequel ce seraient donc des saboteurs ukrainiens qui auraient fait sauter ces tuyaux. Et il accuse plus récemment la Russie d'être à l'origine de l'effondrement de la station hydroélectrique sur le Dniepr. Alors, il y a un article dans Die Welt qui a attiré mon attention. Alors, disclaimer, je ne parle pas l'allemand, je ne maîtrise pas l'allemand, mais j'ai quand même fait vérifier par des connaissances qui maîtrisent la langue de Goethe. Un article qui est intitulé « Une sombre perspective pour Kiev », qui a été signé par le correspondant de Die Welt à Bruxelles, et qui laisse entendre que sous l'égide des États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne décideront le moment opportun, enfin
quel moment est opportun pour engager des discussions visant à mettre un terme aux hostilités. Alors, c'est intéressant parce que ça vient affirmer un peu le narratif qui est déployé depuis maintenant le début de ce conflit, que ce sera à l'Ukraine seule de décider du moment des discussions et que jusqu'à ce que ces moments soient jugés opportuns par Kiev, les Occidentaux, en tout cas les sponsors de Kiev, ne font que mettre sur la table de l'assistance économique, de l'assistance militaire, pour donner aux Ukrainiens les moyens d'obtenir une position de négociation la plus forte possible en vue d'aborder ces discussions. Et donc cet article de Die Welt est assez intéressant parce que c'est un grand quotidien allemand. La personne qui le signe manifestement n'est pas un illuminé excité de je ne sais quoi, et donc laisse sous-entendre que visiblement il y aurait une évolution et surtout que cette évolution ne serait pas nécessairement liée, ne serait plus nécessairement liée finalement à ce qui va pouvoir ressortir du terrain et de ce qu'on appelle la contre-offensive ukrainienne. Autre information, c'est sur les céréales ukrainiennes, puisque Bruxelles a prolongé jusqu'au 15 septembre l'interdiction décidée en avril contre les exportations de céréales ukrainiennes en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie, en Bulgarie et en Roumanie. Souvenez-vous, on avait parlé au printemps qu'il y avait des manifestations en Pologne, notamment des fermiers polonais qui protestaient contre ces importations de céréales ukrainiennes, dont le prix était vraiment très très bas et qui donc étranglaient eux-mêmes, les étranglaient économiquement parlant. Eh bien, finalement, l'Union européenne qui avait décidé d'interdire ces importations dans ces pays-là jusqu'à début du mois de juin a prolongé cette interdiction jusqu'au 15 septembre. Budapest, les Hongrois demandaient de l'interdire jusqu'à la fin de l'année. Bon, donc un compromis qui a été trouvé jusqu'au 15 septembre. En revanche, le transit à travers le territoire de ces 5 pays vers le marché de l'Union européenne, vers d'autres clients européens, est toujours autorisé. Il y a également une actualité autour des relations entre la Russie et l'Arabie saoudite, puisque Vladimir Poutine a eu beaucoup d'entretiens téléphoniques. Hier, j'ai parlé d'entretien avec M. Erdogan. Il y a eu donc un entretien hier aussi avec le prince héritier Mohamed Ben Salman, au cours duquel il a été question de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine énergétique. Là, ça renvoie à l'actualité que je vous évoquais autour de l'OPEP+, lundi, avec les quotas de production pour 2024 qui ont été décidés et revus à la baisse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux dirigeants se parlent peu au téléphone. Ils se sont parlé 4 fois en 2022. Donc, autant dire que quand ils se parlent, c'est évidemment pour se dire, mon avis, des choses assez évidemment importantes, mais c'est qu'il y a un agenda qui s'est un petit peu accumulé et qu'il faut le traiter. Et il y avait aussi un agenda, me semble-t-il, autour des BRICS, puisque c'est l'Arabie saoudite tape à la porte des BRICS. Les ministres des Affaires étrangères des BRICS se sont réunis en Afrique du Sud les 1er et 2 juin, préparer le sommet des chefs d'État des BRICS qui a lieu cet été. L'Arabie saoudite était conviée à cette réunion de la semaine dernière en tant qu'observatrice et candidate pour les BRICS. La Russie soutient la candidature de l'Arabie saoudite dans les BRICS. Et il a notamment été question de la nouvelle banque de développement. C'est la banque de développement des BRICS qui est présidée par Madame Dilma Rousseff, ancienne présidente du Brésil, qui donc s'achemine de plus en plus finalement vers la possibilité d'octroyer des prêts pour le développement qui ne seraient pas libellés en dollars ni même en euros, mais en monnaie locale, dans une autre devise qui sera élaborée par les BRICS pour se détacher, en tout cas s'immuniser du dollar et éviter des retours de bâton de l'OFAC ou de potentielles sanctions. Et ce qui est intéressant avec un candidat comme l'Arabie saoudite, c'est que c'est un candidat qui a des moyens, qui a des fonds d'investissement, qui a beaucoup d'argent, et que le statut des BRICS est fait de telle sorte que les potentiels candidats peuvent déjà adhérer à la banque de développement avant même de recevoir le statut de membre des BRICS. Et que par conséquent, il pourrait y avoir une adhésion déjà de l'Arabie saoudite à cette banque de développement, et l'Arabie saoudite et donc de ses moyens financiers immenses à cette banque de développement, ce qui donnerait une nouvelle dimension à cette banque, évidemment, même si on a déjà des candidats très riches comme la Chine, par exemple, et qui donc pourrait survenir dans les mois qui viennent, avant même une candidature pleine et enfin un membership, j'allais dire plein et entier de l'Arabie saoudite. Bon, il a aussi été question la semaine dernière donc en Arabie saoudite, excusez-moi, en Afrique du Sud, lors des discussions entre les ministres des Affaires étrangères qui étaient présents, dont M. Lavrov, dont j'ai parlé, de cette question des prêts, de la candidature de plusieurs pays. J'ai parlé de l'Arabie saoudite, mais aussi l'Iran et l'Argentine, par exemple, qui sont candidats. Mais il a aussi été question, ils ont réitéré leur agacement à l'égard de ce qu'ils considèrent être un double standard dont jouit l'Ukraine par rapport à d'autres crises et guerres qui ont pu affecter
les pays du Sud global de manière générale, et que là, évidemment, il y a énormément d'émotions autour de l'Ukraine et que finalement, les autres crises, rétrospectivement, paraissent un petit peu délaissées ou oubliées par rapport à cette guerre en Ukraine. Autre information autour de l'Arabie Saoudite, ce sont les vols entre des républiques du Sud et du Nord-Caucase, plutôt, j'allais dire du Sud de la Russie, mais en tout cas du district fédéral du Nord-Caucase, et l'Arabie Saoudite pour les pèlerinages religieux, puisque un certain nombre de ressortissants de ces républiques russes du Caucase du Nord vont faire ce qu'on appelle le Hatch, c'est-à-dire le pèlerinage vers la Mecque et Médine. Et à cet égard, 14 vols ont été affrétés entre l'Ingouchi et l'Arabie Saoudite pour permettre à 2800 pèlerins d'une manière générale, mais 1300 pèlerins d'Ingouchi. L'Ingouchi a obtenu un quota de 1300 personnes. De se rendre donc en Arabie Saoudite. Le premier vol a eu lieu hier et aujourd'hui, on a vu la même chose depuis Grozny, puisqu'il y a 18 vols qui sont prévus entre Grozny et Jeddah pour transporter les pèlerins. Et ces vols sont assurés par une compagnie qui s'appelle Fly Baghdad, qui est une compagnie irakienne qui va donc permettre de faire les rotations entre l'Arabie Saoudite et le Caucase du Nord. Et je vais terminer avec un entretien encore téléphonique entre M. Poutine et Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, où ont été évoquées l'initiative de paix africaine. Le Kremlin a réaffirmé qu'il accueillerait prochainement les chefs d'État de délégations africaines qui sont porteurs de cette initiative de paix, donc l'Égypte, l'Ouganda, le Sénégal, l'Afrique du Sud et puis deux autres qui m'échappent, vous me pardonnerez. Donc l'initiative de paix africaine, le sommet des BRICS et évidemment le sommet Russie-Afrique qui se profile. Voilà les trois gros sujets qui ont été évoqués par messieurs Ramaphosa et Poutine hier. Merci beaucoup de ce long développement. On a quelques questions sur la question de la croissance ou la diminution. Est-ce que l'effort militaire, enfin la production militaire du complexe militaire industriel russe, ça rentre quand même dans le calcul ou c'est seulement dans les dépenses? Non, je pense que ça rend. Alors, Arnaud avait cité le chiffre de la production industrielle qui avait rebondi, je crois, de 5%. Alors, je ne me souviens plus exactement du chiffre, mais notamment la production de produits métallurgiques finis dans lequel rentre la production à caractère militaire, qui avait explosé de 30%, je crois, sur les premiers mois. Ça, évidemment, on peut penser, enfin, on sait pourquoi, a priori. Ça, c'est de nature, oui, à doper, je pense, à doper l'économie, oui. Donc, je pense que ça rentre. Mais je pense que la Banque mondiale avait fait ses calculs avant même l'apparition de ces chiffres-là. Donc, à mon avis, il y a d'autres indicateurs qui rentrent en ligne de compte et des prévisions sur finalement le fait que, bon, déjà en termes de sanctions, on voit bien que comme on l'a dit, tout ce qui pouvait être sanctionné l'a déjà été, à part le nucléaire civil et d'autres choses. Donc finalement, là-dessus, il y a une certaine lisibilité, d'autant plus que le 11e paquet de sanctions sur lesquels n'arrivent toujours pas à s'accorder les Européens, je crois qu'il y a eu un vote ce matin à Bruxelles qui a été bloqué par la Hongrie et par la Grèce, ne s'attaque pas à l'économie russe en tant que telle, mais au mécanisme de contournement des sanctions. Donc finalement, on voit déjà à peu près à quoi on peut s'en tenir aujourd'hui. Il n'y a pas énormément d'évolution à attendre de ce côté-là. En revanche, ça ne préjuge pas de l'effet attritionnel des sanctions à moyen terme, sur 5, 10, 15 ans, enfin si jamais admettons qu'elles restent, sur 5, 10, 15 ans. Évidemment que là, il y a entre guillemets un manque à gagner pour le PIB de la Russie. Mais là, sur 2023-2024, je pense qu'il se base sur les paramètres qui sont connus et sur le fait qu'on ne peut pas imaginer grand-chose de plus cataclysmique que ce qu'il y a déjà en termes de sanctions. D'accord. Tu parlais aussi des entreprises qu'on souhaite faire revenir. On comprend la position du gouvernement. Quelle est celle des entreprises? Elles sont très désireuses. Il faudra les contraindre un petit peu. Il faut se souvenir que Poutine, c'est un message qu'il délivre depuis déjà plusieurs années en réalité, alors aux entreprises et aux oligarques russes. Il leur dit depuis des années, rapatriez vos actifs en Russie parce que déjà c'est votre pays, il faut déployer votre richesse là-bas pour les infrastructures, créer des emplois, etc., etc. Bon, pour plusieurs raisons, ils n'étaient pas trop réceptifs à ce message-là, on va dire. Sauf que depuis le 24 février est passé par là, avec tout ce qu'on a déjà évoqué ici, de gel de comptes, saisie d'actifs, etc., etc. Et donc, c'est un argument, j'allais dire, un peu
enfin rétrospectivement, mais c'est un argument voilà, qui peut-être pourra en inciter certains à regarder à deux fois, à considérer peut-être pour ce qu'ils peuvent encore investir ou réinvestir, relocaliser en Russie. Mais intuitivement, je ne m'attends pas non plus à une vague tout d'un coup déferlante d'investissement en provenance de ces gens qui peuvent encore avoir des actifs, pas forcément sous sanction, mais des actifs qui peuvent être, je sais pas, à Hong Kong ou ailleurs, qui vont remettre en Russie. Concernant la fameuse ligne directe, ça avait déjà été reporté assez longuement l'année dernière, donc ça va peut-être prendre une périodicité différente, hein. Effectivement, il y avait déjà eu le décalé on en avait parlé ici, hein, l'adresse à l'Assemblée fédérale, hein, qui d'ordinaire se tient en fin d'année, enfin, novembre, décembre en général, et qui là a eu lieu c'était quoi, en février? Ouais, en février. On l'avait commenté ici assez longuement. La ligne directe déjà décalée, probablement hors décalée. D'ailleurs, rien ne dit qu'elle se tiendra au final en novembre-décembre, on n'en sait rien, hein. On sera en période électorale, on sera entre les gouvernetoriales de septembre et avant la présidentielle de mars. Euh, Certains, enfin sur les canaux Telegram, les observateurs, commentateurs, ils vont chacun de leurs intuitions, leurs opinions et hypothèses, mais certains commencent à dire peut-être que finalement, déjà c'est une bonne nouvelle que ce soit décalé, parce que là, il n'y a pas grand-chose à dire, en tout cas, mais peut-être ça voudra dire qu'il y aura des choses à commenter, à dire de manière plus substantielle en novembre-décembre, et peut-être qu'on sera sur un temps mort dans les opérations militaires qui permettra voilà, qui sera plus propice à ce genre d'exercice que ça ne l'est maintenant. Euh, alors, plusieurs questions. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça. Chers collègues, savez-vous s'il y a un problème avec le canal TV France 24? Je vis dans un hôtel du groupe Accor et depuis environ une semaine, c'est l'écran noir. Est-ce qu'il s'agit de réciprocité après le blocage de RT en France? Je ne peux pas répondre, donc c'est... Non, mais ça dépend. Enfin, moi, je sais qu'avant, je le prenais chez moi avec mon fournisseur télé, enfin, gratuitement, enfin, ce qui était dans le package, dans le bouquet qui était proposé. Mais c'est vrai que ça a disparu pratiquement au lendemain du 24 février ou pas longtemps après. Donc, je serais surpris qu'on le prenne encore, ou alors, je sais pas, c'est par les satellites et pas par des opérateurs numériques. Mais je sais que moi, en tout cas, je ne le prends plus depuis longtemps. Alors, vous parliez de maladie hollandaise. Pensez-vous que cette nouvelle donne économique et géopolitique est finalement ce qui manquait à la Russie pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures? Il y avait déjà eu une prise de conscience après la crise de 2008, mais sans résultat concret. Pensez-vous que désormais les choses vont changer? Bah, ça peut être une fenêtre d'opportunité, mais qui va se déployer sur évidemment une temporalité assez longue, parce que la Russie reste un pays assis sur des réserves naturelles de manière générale, et hydrocarbures en particulier, qui sont colossales, dont elle aurait tort de se priver pour budget, pour financement, développer ses infrastructures. Mais évidemment que ce qui se passe maintenant depuis 18 mois presque est de nature à une réorientation des flux, avec effectivement des variations en termes de tarifs qu'on commente ici régulièrement, les plafonnements, etc., qui fonctionnent, on ne sait pas trop, voilà. Mais évidemment qu'il y a une nécessité, mais qui avait déjà été constatée avant le 24 février, de diversifier le source de richesse de la Russie. Et dans le PIB, on le voyait. Alors, j'ai évoqué là l'évolution un petit peu voilà, de la répartition dans ce PIB, que tout ce que peut représenter le gaz, notamment en l'occurrence, mais il était clairement établi qu'il fallait trouver d'autres ressorts de croissance. La consommation des ménages russes en faisait partie. On en a parlé lundi à travers la question d'endettement. C'est quelque chose qui, me semble-t-il, était assez promu, hein, cet endettement et la consommation des ménages par notamment le ministère de l'économie, qui ne voyait pas de problème à ce que les ménages multiplient les crédits consommation, crédits voiture, crédits immobilier, etc., pour un peu pousser cette croissance, alors que les services Madame Nabulina appelaient plutôt à la prudence. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, moi, ce que je trouve intéressant, c'est un petit peu l'effet miroir qu'on a dans ce débat sur est-ce que finalement cette crise va amener la Russie à essayer de se sortir de cette dépendance, enfin dépendance en tout cas, dépendance trop forte toujours aux hydrocarbures, avec le débat qu'on peut avoir en France sur ce qu'on appelle la transition écologique, les nouvelles énergies propres, etc. On voulait se défaire
des énergies fossiles avec une empreinte carbone très forte. On misait sur les batteries, le solaire, etc. Mais sauf qu'on rentre dans une crise où l'énergie coûte encore plus cher. Et aujourd'hui, une question de se dire, est-ce que ça va pas être aussi un moment charnière dans ce débat pour définitivement, on va dire, soit passer vraiment à tout sur l'économie verte, ou au contraire un rétropédalage, même temporaire, mais un rétropédalage quand même, pour revenir sur du gaz, du pétrole, voire du charbon, parce que ça coûte moins cher et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir du kilowattheure trop cher non plus, puisqu'on ne prend plus de gaz à la Russie alors que c'est à côté, on ne prend plus de pétrole à la Russie alors que c'est à côté parce que c'est pas bien, mais on va en acheter aux États-Unis, on va en acheter dans le Golfe pour des raisons politiques, et donc ça retarde cet agenda écologique. En fait, voilà, je pense qu'il y a un débat dans les deux côtés un peu j'allais dire, du mur, malheureusement, qui se fait un petit peu écho. Alors, il y a deux questions sur la banque de développement des BRICS. Alors, quel est le profil prévu de la banque de développement des BRICS? Est-ce une banque intergouvernementale stricte ou bien une banque présentant des instruments financiers accessibles au secteur privé? Alors, bon, c'est une banque qui a été créée il y a déjà quelques années, j'ai plus la date exacte, mais qui existe depuis un moment. D'ailleurs, je crois que c'était en 2014-2015 de mémoire, mais je peux me tromper. À l'époque, d'ailleurs, il y a eu des réactions du côté des États-Unis qui avaient été assez vives, hein, puisque bon, ils comprenaient que c'était un petit peu une concurrence qu'on faisait au FMI notamment, mais pas seulement, hein, disons aux institutions de Bretton Woods d'une manière générale. Il me semble que c'est d'abord et avant tout des projets de développement régionaux d'infrastructures qui sont privilégiés. Bon, donc des BRICS, c'est surtout la Chine, hein, qui contribue. Je regarderai quels sont les projets concrets qui ont été déployés, s'il y en a eu depuis, et qui peut prétendre à des prêts mais je regarderai, c'est une vraie question. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un petit peu sur une phase de réadaptation vu le contexte que l'on connaît, pour leur façon de fonctionner. Mais il me semble que c'est avant tout des projets d'infrastructure régionales. Et donc, la question complémentaire, on a parlé de nouvelles devises créées par les BRICS. Existe-t-il un calendrier précis? S'agit-il d'une devise de stricte compensation ou d'une devise à lancer sur les marchés mondiaux d'échange? Je regarderai aussi. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils discutent activement de ce sujet-là. Qu'il y a une urgence qui est créée par la situation, parce que, bon, une fois de plus, les sanctions, le dollar et ce qui se passe notamment avec les sanctions sur la Russie leur sert justement un peu de blueprint sur voilà, les situations qu'il faut éviter à l'avenir pour de potentiels membres ou d'autres membres en devenir, hein. Évidemment, on parle de l'Arabie Saoudite, il y a l'Iran qui veut rentrer, voire d'autres pays. Donc évidemment, l'idée, c'est que voilà, de tirer cette expérience pour que ça ne se reproduise pas. On a un peu parlé de la nouvelle devise chinoise, à bon chat, bon rat. Ouais, voilà, je regarderai pour Abu Chamoura si jamais il peut servir de devise pour les prêts. Comment interpréter, alors là on passe complètement à autre chose, comment interpréter la grâce accordée par Loukachenko aux opposants Protasevich et Sapega? Alors oui, alors effectivement là il y a aussi une actualité une fois de plus avec une autre personnalité qui visiblement donnait de l'urticaire aux dirigeants à Minsk et qui a été gracié. Bon, de deux choses l'une, soit c'est quelqu'un qui a perdu de son auditoire, a perdu, j'allais dire, un peu comme sur la même trajectoire que Protasevich, hein, qui ne représentait plus forcément la même canal de contestation, canal de dissidence qui avait pu le représenter il y a 12-18 mois, ou a fortiori quand il y avait eu les événements à Minsk, hein, c'était en 2020, là, les manifestations, et que par conséquent, il avait perdu de sa surface. C'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est pour aussi peut-être ne pas prendre le risque de déclencher de nouvelles perturbations en interne, voilà, avec un procès qui aurait voilà, forcément condamné la personne, envoyé en je ne sais quel camp pendant je ne sais combien d'années. Je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de ça en ce moment et que c'est, disons, mesure conservatoire, préservatoire. Alors, une suggestion pour ton étude de la banque des BRICS, les BRICS pourraient-ils s'adosser au Bitcoin? Donc, tu pourras compléter avec cette intéressante question. Alors, on n'a plus beaucoup de questions. La dernière, je n'en ai pas entendu parler, mais ce sera une nouvelle intéressante. Il semblerait qu'il y aura une ligne ferroviaire entre Paris et Moscou cet été. Alors, j'ai vu passer ça, mais je crois que c'est
fausse information qui a dû ressortir par le hasard d'un calendrier Internet, mais non. Il y a peu de chance et ça poserait de toute façon les mêmes problèmes que précédemment, c'est-à-dire la question de visa, de transit en Biélorussie. J'imagine mal la chose en tout cas. Oui, je sais, j'ai pas vu passer, donc, mais ça me surprend. Bah, elle existait, hein, cette ligne. On partait de Bélarusski Vokzal et on pouvait aller jusqu'à Nice, hein, en train. Et à Paris, c'est une ligne historique. Mais là, effectivement, ne serait-ce que pour la question des visas qui est déjà énorme, je vois pas trop comment ça fonctionnerait vu le contexte. Euh, Petite blague pour Pavel, les BRICS, c'est du solide. Voilà. Pas mal, pas mal. On l'adopte. Bien, c'est la fin de ce briefing 149. Et pour le 150e, il faudra attendre le jeudi 15 juin. Euh, voilà. Donc, comme toujours, la CCI se tient à vos côtés. Tenez bon et à jeudi prochain.